Pardonnez-moi. Donc, j'en reviens à l'ordre du jour. Donc, nous avons donné un avis favorable à la majorité sur le projet de carte cantonale. Il nous reste à voir un certain nombre d'amendements. Je commence par le projet d'amendement numéro 1 qui vous propose le rattachement de la commune de Bavans au canton numéro 13 de Montbéliard, sachant que nous sommes là, vous l'avez compris, dans un processus dérogatoire. Oui, Jean-François Longeau. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, pour très rapidement reprendre effectivement un tout petit peu les propos de fin de matinée pour vous dire que sur ce que vous avez annoncé, de dire on limitera le montant des crédits pour la répartition des indemnités de 38 à 35 conseillers généraux, de les laisser au même niveau, c'est évident que nous sommes d'accord. D'ailleurs, nous n'avons jamais, il n'y a personne n'a à un moment donné demandé à ce que les indemnités soient effectivement revues lorsqu'on est passé à plus de 500 000 habitants. Et je crois que c'est important sur cette unité de le faire et de le dire. Donc, sachez que nous sommes tout à fait d'accord. Simplement sur les projets d'amendement. Les projets d'amendement, nous laisserons dans le groupe à chacune et chacun le soin de se prononcer ou positivement ou négativement. Pour une bonne raison, c'est que vous nous avez expliqué ce matin et on a pris acte que c'était un projet qui émanait du ministère de l'Intérieur et que bien que vous essayiez d'intervenir et que vous avez essayé effectivement de faire modifier les choses, tout cela est resté relativement figé. Alors on pense que ce projet d'amendement, c'est effectivement quelque chose qui fait bien dans le décor, mais qui n'aura aucun aboutissement et qui ne sera en aucun cas retenu. Donc c'est simplement essayer de se faire plaisir pour après essayer d'expliquer aux gens, mais vous voyez, on était pour, mais en fait on était pour, mais on n'était pas d'accord, mais comme on n'avait pas le choix, donc on a essayé de proposer des choses, puis les choses qu'on a proposées, elles sont pas retenues. Donc voilà, c'est une histoire de dédouanement, et donc nous nous prononcerons individuellement vis-à-vis effectivement de l'amendement et du projet d'amendement et de rattachement qui sont prévus à ce que vous avez proposé. Voilà, merci Monsieur le Président. Alors, non, ce n'est pas une histoire de dédouanement, c'est une histoire d'exigence, de cohérence que nous voulons porter, même si, encore une fois, mais vous l'avez rappelé, le décideur, c'est bien le ministre de l'Intérieur. Mais il me paraît de bonne politique et de notre devoir collectif, au moins de suggérer les quelques éléments qui ne remettent pas en cause le vote de tout à l'heure, à savoir l'avis favorable que nous avons apporté. Alors, je propose que donc je ne vais pas me faire de longs développements sur cet amendement, chacun en comprend et le sens et la portée. Il nécessitera en effet une dérogation puisque nous modifions les équilibres démographiques par rapport à la moyenne, puisque le seuil ainsi est très légèrement au-dessus des 20%. Nous arrivons à 22,35% sur le canton numéro 13 de Montbéliard avec ce transfert. Et effectivement, si j'applique strictement les principes du Conseil d'État, cet amendement a peu de chances de prospérer. Je pense néanmoins que, encore une fois, l'exigence de cohérence que nous avons doit nous conduire à le faire, qui n'est pas, en effet, vous avez raison, de ce point de vue-là, une garantie pour l'avenir. Je mets aux voix cet amendement. Y a-t-il des oppositions? Opposition, hein. Des abstentions? Qui est pour? Très bien, merci. L'amendement numéro 2 vise au rattachement de la communauté de communes entre Dessoubre et Barbèche au canton numéro 12, savoir canton de Mèche.
Là aussi, ça procède d'une logique qui semble partagée par tous, c'est que il semble là aussi que, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux, on arrive à 23, donc c'est vrai un peu au-delà. En même temps, il y a un gain de cohérence par ailleurs. Là, je ne reviens pas sur le fond. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Qui est pour ? Très bien. Il est donc approuvé. Rattachement de la commune de Serres-les-Sapins au canton numéro 4. Il s'agit là, vous l'avez compris, de permettre à Serres-les-Sapins et à Franois de se retrouver sur le même canton. Là aussi, oui, ça ne modifie pas les grands équilibres. On ne s'inscrit pas du tout pour cet amendement dans un cadre dérogatoire. Il peut avoir des chances d'aboutir. Oui. Il y avait une question ? Non ? Des oppositions sur cet amendement ? Ouais. Des abstentions ? Qui est pour ? Très bien. Alors, l'amendement numéro 4 proposé par Annick Jacquemet, qui propose de rattacher la commune de Grandfontaine au canton numéro 9, Besançon 6, Besançon-Ouest, ex-Besançon-Ouest. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Qui est favorable ? Merci. Il est donc adopté. Nous en arrivons. Est-ce que vous souhaitez mettre votre carte alternative à la proposition de l'Assemblée ? Jean-François Longeot, oui. Bien sûr, Président, merci, parce que ça fera preuve d'une ouverture démocratique. Mais ça n'a aucune chance d'aboutir, parce que oui, on serait dans un contexte qui serait exceptionnel. Figurez-vous que la carte que nous ayons proposée soit adoptée par les 35 conseillers généraux que nous sommes. Oui. Comment on pourrait passer le vote de ce matin ? Donc on souhaite le maintenir, et c'est vrai qu'on nous le propose en disant allez, vous voyez, on est sympathique, et puis on leur a effectivement permis de voter, puis permis de s'exprimer sur un travail qu'ils ont fait. Voilà, c'est très bien, mais si vous voulez que je vous donne le résultat avant que vous mettiez aux voix, je pense que sans être Madame Soleil, je suis capable de vous le donner immédiatement. Sans doute. On est bien d'accord, ça poserait, s'il était approuvé à l'unanimité, un problème de cohérence pour la collectivité, j'en conviens avec vous. Mais vous refusez cette possibilité, on est bien d'accord, voilà, serait, à mes yeux en tout cas, un abus de pouvoir manifeste. Donc je mets aux voix votre carte alternative, celle que vous nous avez présentée il y a plusieurs mois. Qui est favorable ? Oui, mais si on l'a vu. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Et qui vote contre ? Alors effectivement, je pense que le score était annoncé d'avance. Très bien, je vous remercie. Nous en avons donc terminé avec ce point de l'ordre du jour. Nous allons entrer, si vous voulez bien, dans l'examen du deuxième point, qui est la révision des taux de DMTO. C'est bon. Bien, mes chers collègues, je voudrais quand même revenir sur
Je ne voudrais pas que cette question soit escamotée par, certes, l'important débat que nous avons eu sur la carte cantonale, parce que ce rapport des DMTO est aussi très important au regard notamment de la pérennité de nos actions, de nos allocations de solidarité. Et il me paraît nécessaire que nous puissions revenir quelque peu sur le sens de cette disposition. Je ne vous le cache pas, je souhaiterais que nous soyons effectivement, même si je ne me nourris aucune illusion particulière, mais que nous soyons unanimes sur cette approche. Comme je vous l'indiquais en décembre dernier, au moment où nous avons regardé ensemble le budget primitif, l'État, pour la première fois, a exprimé sa volonté de reconnaître le rôle des départements dans la solidarité nationale. Et cette reconnaissance, vous l'avez rappelé d'ailleurs, mon cher collègue Jean-François Longeau, cette reconnaissance s'est faite sur la base d'un pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet dernier entre le gouvernement et l'Assemblée des départements de France et trouve aujourd'hui sa concrétisation dans la loi de finances pour 2014. Je voudrais en rappeler le sens. Ces mesures apportent un soutien financier qui est indispensable aux départements dans le financement des 3 allocations individuelles de solidarité, le RSA, l'APA et la PCH. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici que le poids de ces 3 allocations s'est considérablement accru au cours des dernières années, à la fois pour des raisons sociales, économiques, démographiques. Il faut garder en mémoire quelques chiffres simples. Le reste à charge pour notre département a plus que doublé entre 2005 et 2010 sur ces 3 allocations réunies. C'est passé de 25 millions à 54 millions. Et celui-ci aurait atteint près de 74 millions, je parle du reste à charge, en 2014, en l'absence d'un nouveau soutien de l'État. 74 millions sur 126 millions que représente le poids financier de ces allocations. 126 millions sur un budget, rappelez-vous, de 564 millions. Il est évident, et il n'y a pas besoin d'être un grand expert financier pour comprendre qu'à ce rythme, ce reste à charge met en péril l'équilibre financier des départements. Et c'est la raison pour laquelle l'État, à la demande des départements, a décidé de réagir. Concrètement, je veux rappeler, pour que l'information de chacun soit complète, que le soutien apporté par l'État s'articule autour de 2 mesures. La première consiste à transférer aux départements la totalité de la ressource fiscale perçue jusqu'alors par l'État au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ça représente au niveau national 830 millions d'euros. Il ne s'agit pas d'un impôt nouveau, mais c'est un transfert du bénéfice de cet impôt qui allait à l'État au département. Cela permet en particulier à notre département de disposer d'une recette nouvelle en 2014 qui est loin d'être négligeable, c'est 7 523 000 euros. Imaginez de quel montant nous aurions dû augmenter la taxe du foncier bâti pour aboutir à ce niveau de recettes supplémentaires. La seconde mesure, donc 7 523 000, la seconde mesure consiste en la création d'un fonds de solidarité alimenté par un prélèvement sur les droits de mutation, assorti de la possibilité qui nous est offerte, ce n'est pas une obligation en effet, c'est un acte volontaire, de faire évoluer le taux des droits de mutation de 3,8% à 4,5% sur les 2 prochaines années. Ce dispositif, il est pour nous évidemment très intéressant parce qu'il doit permettre
des recettes pour de l'ordre de 11 millions d'euros pour un prélèvement estimé à 5 millions d'euros, c'est-à-dire que le dispositif de péréquation qui est attendu de cela, a un effet levier considérable, puisque nous allons avoir une recette nette supplémentaire d'environ 6 millions d'euros. Autrement dit, en augmentant de quelques pouillèmes le pourcentage des droits de mutation, nous allons pouvoir, par le jeu du système de péréquation mis en place, obtenir 11 millions d'euros. Et donc, au total, le reste à charge des 3 allocations, RSA, APA, PCH, tout en restant élevé, pourrait être amené à 56 millions au lieu des 74 millions qui étaient prévus sans ce dispositif complémentaire. Je pense que vous devez être conscient que, parallèlement au dynamisme de la dépense, les départements, je n'apprends rien à personne, doivent faire face à une baisse historique de leurs ressources. Pour la première fois dans son histoire, le Doubs a connu en 2013 une baisse des recettes de fonctionnement, moins 1,1%, s'expliquant notamment, vous l'avez compris pour ce qui nous concerne, par un recul de la CVAE et une baisse aussi du produit des droits de mutation. Vous avez noté aussi par ailleurs, parce que le débat budgétaire n'est pas si loin, que la poursuite forte de l'augmentation des allocations du RSA, qui au budget primitif 2014 évolue de près de 15% par rapport à 2012, tandis que la PCH par ailleurs ne diminue pas, tandis que l'APA ne diminue pas, eh bien nous avons besoin en effet de prendre cette disposition qui, faut-il le rappeler, ne pèse pas sur l'ensemble des contribuables, mais pèse sur, en effet, les transactions immobilières, sachant que nous avons fait, et nous l'avons évoqué à la faveur du débat budgétaire, un certain nombre de projections et que, certes, c'est une augmentation de plus, il ne faut pas se le cacher, mais que ça pèse à la marge dans la réalité de la transaction immobilière, sans compter qu'une partie, sans doute aussi, de ces prélèvements peut être absorbée par les intermédiaires et pas exclusivement par l'acheteur, cela va sans dire. J'ajoute que, comme le dit, et ce n'est pas l'apanage des socialistes, quand on regarde comment les départements de France aujourd'hui réagissent par rapport à cette possibilité, j'observe, pour n'en citer qu'un, que le président UDI du Loir-et-Cher, Maurice Leroy, souligne les départements n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les droits de mutation. C'est pourquoi, mes chers collègues, je ne doute pas que vous choisirez cette voie de la sagesse, car on ne peut pas d'un côté regretter que le gouvernement reste sourd à nos appels, et de l'autre regretter que nos capacités d'investissement soient entamées au moment même où, précisément, nous pouvons, par ce biais, trouver une solution qui fait levier, parce que je rappelle, sur une augmentation à la marge des droits de mutation, ça nous permet de préserver nos capacités d'investissement et, par ailleurs aussi, de préparer l'avenir et de créer de l'activité. Donc je pense que le choix s'impose à nous. Je sais bien qu'on peut dire non à tout et en même temps revendiquer tout sur le reste, mais tous ces choix ne sont pas compatibles entre eux. Il revient un moment à la collectivité de devoir choisir. C'est ce qui nous est demandé à l'instant. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à cette question importante. Jean-François Longeau. Oui, merci, Monsieur le Président.
Moi, je suis un tout petit peu surpris par la présentation de ce dossier. Par la présentation de ce dossier qui, effectivement, ne nous donne qu'un choix, celui de voter ce que vous nous proposez, l'augmentation des DMTO. Voter parce que si nous ne le faisons pas, nous allons perdre nos capacités d'investissement. Mais quelle est, franchement, cette idée politique, et après je pense que puisque vous aurez le discours final, vous nous traitez de démagogues ou de populistes, mais tant pis, il faut bien que nous nous exprimions, quelle est cette politique de se dire nous n'avons qu'une possibilité, c'est celle d'augmenter nos recettes. Et comment se fait-il que jamais nous n'avons comme possibilité l'idée de diminuer non pas nos dépenses, mais de ne pas nous imposer de dépenses supplémentaires. Et nous avons fait des propositions quand vous nous avez dit j'aimerais que mon opposition nous fasse des propositions. Nous avons fait des propositions lors des orientations budgétaires. Nous avons fait des propositions lors du vote du budget primitif, de se dire pourquoi on s'est mis des dépenses supplémentaires sur les transports dans les rythmes scolaires, sur effectivement le rapport 501 précédent, où nous allons nous mettre des dépenses supplémentaires. Et quelle est toujours cette notion de se dire eh bien, nous sommes dans l'incapacité de faire des économies et notre seul espoir et notre seul sujet, c'est celui de se dire que nous devons augmenter nos recettes. Et comment pouvons-nous réfléchir et écrire que de façon très concrète, la hausse des droits de mutation représente une dépense supplémentaire de 700 € pour l'acquisition d'un bien immobilier de 100 000 €. Vous nous aviez dit d'ailleurs, au moment du budget, que ce serait 1 000 € pour 200 000. On voit déjà que c'est maintenant 700 pour 100 000. On a déjà quand même progressé sur le montant de la dépense. Et pour celles et ceux qui sont maires dans cette salle, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de déclarations d'intention d'aliéner. Moi, dans ma commune, j'en ai fait très peu. Qu'est-ce que ça veut dire que j'en ai fait très peu? Ça ne veut pas dire que les notaires, d'un seul coup, ont décidé de ne plus respecter nos plans locaux d'urbanisme ou nos cartes communales. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a personne qui est aujourd'hui en capacité d'accéder à la propriété et d'acheter des biens. Et aujourd'hui, ces gens, on leur explique que s'ils accèdent à un bien supplémentaire, ça ne leur coûtera que 700 € supplémentaires sur 100 000 €. Moi, je pense que, franchement, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas quelque chose de très sérieux et quelque chose qui nous mène, et j'ai bien entendu les propos de Paul Coiset ce matin qui disait c'est vrai qu'on est arrivé, alors après les origines, on peut tous se taper sur la poitrine, sur l'origine aujourd'hui de l'endettement. L'origine de l'endettement, il n'est pas venu ni de Claude Jeannereau ni de Jean-François Longeau. Il était malheureusement bien avant nous, puis il a bien progressé depuis que nous sommes là. Et rien n'a été fait pour que ce machin recule. Mais quand aujourd'hui, effectivement, on est dans la situation dans laquelle nous sommes, et quand on voit, et j'ai beaucoup apprécié, quand on voit ce qu'il a dit ce matin, quand on voit un certain nombre de jeunes qui sont dans des difficultés épouvantables, puis que la seule perspective qu'on leur donne aujourd'hui, c'est que pour trouver du boulot, ils auront bien du mal, puis pour accéder à la propriété, on leur dit aujourd'hui ça vous coûtait tant, et demain ça va vous coûter encore plus cher. Donc moi, je pense que ce sujet n'est pas sérieux. Et ce qui n'est pas sérieux, c'est le mode de répartition. Alors, moi je vous cite.
Pour bénéficier du fonds, le département doit présenter un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des départements, ou un revenu inférieur par habitant à 1,5 fois le revenu moyen par habitant, et des DMTO par habitant inférieur à 1,4 fois le montant moyen par habitant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, aujourd'hui, on va voter un taux de 4,5% au lieu de 3,8%, puis on ne sait pas du tout si ces produits vont revenir au département du Doubs. Personne aujourd'hui n'est capable de me dire que ça va revenir au département du Doubs. Et ça veut dire quoi? Surtout ce qui est très important. Ce qui est très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne une prime exceptionnelle et un encouragement à celui qui gère mal. Plus vous gérez mal, plus on vous apportera d'aide. Et moi, je suis toujours très surpris quand on nous dit « Oui, mais vous avez une collectivité qui est riche ». Ça n'existe pas une collectivité qui est riche. Ça n'existe pas une collectivité qui est pauvre. Ce qui existe, c'est une collectivité qui est gérée ou pas bien gérée. Et comme notre collectivité, Monsieur le Président, et je vous rends un grand hommage, comme notre collectivité est bien gérée, et que nous ne faisons tout, et que vous mettez tout en œuvre, Monsieur le Président, dans le cadre du désendettement, dans le cadre effectivement de notre fiscalité, pour que notre collectivité soit bien gérée, eh bien nous allons faire subir une fois supplémentaire à nos concitoyens le fait d'augmenter les DMTO pour que la recette supplémentaire eh bien, ne soit pas certaine de revenir au département du Doubs. Je ne veux pas être égoïste, mais je dis tout simplement qu'il faudrait que nous, parce que la solidarité, à un moment donné, elle a des limites, et la solidarité, eh bien, il faut que nous puissions la mesurer et savoir comment ça revient. Voilà. Et donc, nous, sur cette augmentation, parce que c'est très facile, et j'ai bien compris le message, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on compense la PCH, j'ai bien compris qu'il fallait que l'on compense l'APA, j'ai bien compris tout cela. Mais est-ce que demain, on n'est pas capable de réfléchir à se dire mais comment on met des politiques nouvelles en place plutôt que de tout le temps essayer d'augmenter nos recettes? Voilà, c'est très modestement la contribution que nous voulions apporter à ce débat, qui est un débat très important et qui est un débat qui nous emmène, parce que demain, moi aussi je suis capable de trouver des augmentations de recettes à ma collectivité, je suis capable d'inventer un certain nombre de mécanismes qui feront qu'on augmentera ça, mais ce qui me gêne, vous voyez, ce qui me gêne encore plus dans ce que vous avez dit, c'est qu'on se réfugie derrière quelque chose où nous ne prenons plus de responsabilité. C'est-à-dire qu'on se dit, pour équilibrer notre budget, on aurait besoin d'une fiscalité qui passe de X à X+. Ben là, on dit non, on ne touche pas à notre fiscalité, et mesdames, messieurs les contribuables du département du Doubs, on ne touche pas à notre fiscalité, on n'a pas augmenté nos impôts, oui, mais par ricochet, on a touché à des dotations parce qu'il y a une invention. Et vous savez, moi, ce qui me fait peur, c'est les expériences en matière d'impôts. C'est les expériences en matière d'impôts, et je vais rendre hommage à Lionel Jospin, c'était la vignette automobile, qui avait été inventée, la vignette automobile, pour quelques semaines. C'était simplement pour, effectivement, financer le besoin des personnes âgées. Et on l'a maintenue jusque dans les années 2000. Et d'ailleurs, quelques bruits font croire que nous pourrions effectivement revenir à cette vignette automobile après les élections européennes, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Donc, si vous voulez, les fiscalités sur 2 ans, bien maîtrisées, moi, m'ont toujours inquiété. Voilà, Monsieur le Président, sans polémique possible, mais ça me paraît quand même être quelque chose sur lequel c'est dangereux, parce que nous ne savons pas si aujourd'hui, si notre budget primitif que nous avons voté au mois de décembre est équilibré, parce que nous n'avons aucune certitude sur l'augmentation des DMTO et sur le produit des DMTO. Donc aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire comme l'État, de se dire si les produits, même si nous passons à 4,5%, ne sont pas là, notre budget primitif est voté, est-ce qu'on aura les recettes conséquentes? Merci. Très bien, merci.
Frédéric Barbier, vous voulez intervenir? Oui, merci, Président. J'ai toujours un peu de mal à m'y retrouver après un discours de Jean-François Longeot, mais je vais essayer quand même de sortir quelques éléments. Déjà, sur l'incapacité de faire des économies qu'avance Jean-François Longeot. Je l'ai déjà rappelé ici, mais je vais encore, au risque de me répéter, le faire une deuxième fois. Nous avons présenté en commission, en 5e commission, c'était une de vos demandes pour nous faire des propositions, que nous vous présentions ce que nous avions mis en œuvre, en place, pour justement parfaitement maîtriser les dépenses du Conseil général du Doubs. Nous avons pris une séance spéciale pour ça. Vous aviez les 2 représentants de votre groupe qui étaient présents à cette réunion. Nous avons présenté axe après axe tout ce que nous avons mis en place pour parfaitement maîtriser nos dépenses. Et nous y arrivons. Et bien sûr, puisque vous nous aviez fait la proposition, je vous ai demandé à vos représentants quelles étaient vos propositions. Vous nous refaites cette proposition de nous dire il faut écrire des choses pour pouvoir faire ces économies au niveau du département. Je ne vais pas refaire une nouvelle 5e commission pour représenter ce que nous avons mis en œuvre, ce qui nous permet de parfaitement maîtriser nos dépenses, pour que vous nous fassiez des propositions que vous nous annoncez, mais qui n'arrivent jamais. Par contre, si vous avez envie d'écrire quelque chose sur le sujet, n'hésitez pas un seul instant, prenez la plume, remettez votre texte à vos représentants en 5e commission, et moi je suis tout à fait disposé, effectivement, à regarder vos propositions. Mais ne parlez pas de propositions si vous ne les faites pas, c'est un tout petit peu, à mon sens, compliqué. Moi je pense que la solidarité nationale, je suis désolé de le dire, je pense qu'elle a du bon. Si vous avez bien lu le rapport du fonds de péréquation, nous allons retoucher. Et donc je pense que ça a un intérêt. Je ne conçois pas des départements ou même des cantons, puisqu'on parlait de découpage cantonal ce matin, qui fonctionneraient sans regarder ce qui se passe chez les autres. Et je pense qu'il faut à un certain moment, puisqu'on est une nation, il faut qu'il y ait une solidarité nationale qui s'instaure, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Sur les 700 € que vous avancez, sur 100 000 €, je pense que ça a été dit dans le rapport, je ne vais pas le redire. En ce qui concerne les transactions immobilières, elles ont énormément augmenté. On sait très bien aussi qu'il y a, des commissions d'agences dans certains cas, et que là aussi, on l'a examiné dans un certain nombre de textes de loi qu'on a regardés, au Parlement. On sait que là aussi, dans certains cas, il y a de l'abus. Je ne suis pas sûr que ça sera répercuté intégralement. C'est l'offre et la demande, la négociation, qui fera que peut-être que ces 700 € sur 100 000 € dont nous parlons seront peut-être pas forcément à la charge de celui qui fait l'acquisition d'un bien. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je pense qu'on a des dépenses qui sont, si je pourrais faire une toute petite parenthèse, ce sont des dépenses qui sont imposées. Ce ne sont pas des dépenses délibérées en ce qui concerne la solidarité. Elles s'imposent à nous et forcément, je crois que c'est aussi de la responsabilité que de mettre en face les recettes qui nous permettent d'assurer cette solidarité auprès des gens qui sont les plus démunis. Quand j'entends ce discours qui dit qu'il y a des communes, les communes riches n'existent pas, je pense qu'il y a des communes, il y a des collectivités qui ont plus de facilité que d'autres. De la même façon que le discours qui consiste à dire qu'en gérant bien, on y arrive, je pense à toutes celles et tous ceux qui, justement, bénéficient de ces différentes allocations. J'entends ce discours qui est parfois porté, j'espère que ce n'est pas le vôtre. En tout cas, je passe pas de la collectivité, à la personne. Mais on me dit parfois, mais ils ne savent pas gérer ces gens-là. Je pense que si je vous donne 500 € par mois, eh bien vous allez voir que c'est excessivement difficile de gérer. Et il n'y a plus de gestion possible. Et c'est pour ça que je parle le discours entre riches et pas riches. Je pense qu'il y a des collectivités qui sont plus riches que d'autres. Et pour celles-là, c'est bien sûr bien plus facile, on est d'accord, de gérer. Je serai pas plus long. En tout cas, je pense que c'est une bonne proposition qui est faite. C'est pour 2 ans. Il peut y avoir de temps en temps, et c'est ça qui me plaît bien, c'est que, comme c'est sur 2 ans, je pense qu'on nous demande un effort, on va demander un effort complémentaire. C'est pour les plus démunis. Je pense qu'en tout cas, on peut le faire. Très bien, merci. Oui, Jean-François Longeot. Oui, moi, effectivement, c'est vrai que Frédéric Barbier, dans son propos liminaire, disait qu'il ne comprenait pas. Moi, ce que je disais, bon, c'est vrai que, effectivement, j'ai pas l'intellect qu'il a, mais moi, j'ai bien compris ce qu'il disait quand il parle effectivement, des gens qui sont
qui sont démunis et qui ont un RSA ou un SMIG. Je ne suis pas sûr qu'on les aide en ce sens-là. Je ne suis pas sûr qu'on les aide, je ne suis pas sûr qu'en augmentant les charges, quand ils voudraient demain devenir peut-être propriétaires d'une petite habitation, je ne suis pas sûr qu'on leur file un beau coup de main. Je ne suis pas sûr qu'on les aide en leur augmentant effectivement cette taxe sur les droits de mutation. Donc ça me pose quand même un véritable problème. Puis, sur le fait bien de dire que effectivement la richesse, vous savez, puisqu'on en vient au social, moi, quand je travaillais au Conseil général de Haute-Saône et quand il y a eu la loi sur le surendettement, je peux vous dire que les premiers dossiers de surendettement qu'on a traités au Conseil général, quand j'étais chef de service de ce service, ce n'étaient pas des gens qui avaient le moins de revenus. C'est effectivement des gens qui avaient des revenus plus que corrects. Puis parce qu'ils avaient réussi à surendetter, parce que effectivement, on leur ouvrait un certain nombre de lignes de crédit bancaires, et c'était eux les premiers surendettés. Vous pouvez demander aux services sociaux du département qui le regardent. Donc moi, je pense franchement, je pense que la richesse, elle ne se mesure pas uniquement à ce que l'on gagne, mais aussi au fait de savoir gérer un certain nombre de choses. Moi, je prendrai un exemple qui a été un exemple d'ailleurs très marrant sur la commune d'Ornans. Dans les années 1983, lors des élections municipales, il y a une opposition de l'époque qui avait quand même tenté d'écrire, enfin pas tenté, qui l'avait écrit quand même, qui avait dit comment le maire d'Ornans peut se permettre de sacrifier du terrain communal au prix auquel il le vend pour la construction d'un hangar à stockage. Et je vous donne en mille le nom du propriétaire de hangar à stockage. Il s'appelle François Guillain. Alors vous voyez que la richesse, elle ne s'invente pas, elle se provoque. Bien, mes chers collègues. Oui, Madame Biguinet. Oui, juste une petite réaction par rapport aux propos de Frédéric Barbier. Je suis quand même étonnée que jamais on ne parle effectivement de réussir à trouver des économies. On justifie toujours, et vous venez de le dire là, l'augmentation, dans ce cas-là, des DMTO, en disant qu'il faut bien équilibrer le budget. Et puis, c'est quelque chose auquel on ne peut pas refuser donc les prestations sociales, ce qui est vrai. Et je crois que la recherche d'économie, elle s'impose aujourd'hui à toutes les collectivités. Et je crois que François Hollande vient de le dire d'une façon tout à fait claire et explicite au cours de ces derniers jours. Et il faudra bien que les collectivités arrivent à faire des économies. Madame Biguinet, oui. Écoutez, je vais vous arrêter parce que je sens la colère monter, la mienne. Je trouve vos propos intolérables, inadmissibles. Pourquoi je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas refaire ici le débat budgétaire que nous avons eu. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle ce que nous avons mis en place en matière d'économie? Voulez-vous que je vous rappelle la commission budgétaire que nous avons mise en place, qui n'a eu de cesse, au cours des dernières semaines, de rechercher tous les gisements d'économie, et vous venez nous dire, ainsi, tranquillement, et si on faisait des économies? Mais est-ce que vous faites partie de cette collectivité? Où étiez-vous au moment du débat budgétaire? Non, c'est inadmissible. Ou alors, ça relève de la malhonnêteté intellectuelle la plus farouche, et je ne vois pas ce que cela vient faire dans ce débat. Moi, je ne l'accepte pas. Et je trouve que orienter le débat comme nous le faisons, comme si jamais cette collectivité n'avait engagé la moindre politique de recherche d'économie, c'est absolument inadmissible et ça, je ne peux pas l'entendre. Voyez-vous, vous faites litière de tout ce que nous avons engagé, mais pas cette année, depuis plusieurs années. Nous sommes probablement une des rares collectivités, l'avez-vous fait, vous, une des rares collectivités à avoir diminué le niveau de nos ressources humaines? Qui l'a fait dans cette région?
Qui l'a fait sur ce département? Je trouve que venir ici, devant nous, nous expliquer que la voie à prendre, c'est la recherche des économies, c'est pas acceptable. Alors écoutez, moi, je regarde les choses comme elles se présentent à nous. La solidarité, on vient m'expliquer que, eh bien, écoutez, c'est pas sûr qu'on en sorte gagnant. C'est vrai qu'il y a des départements qui ont la chance d'avoir, qui n'ont pas la chance d'avoir des charges équitables par rapport à beaucoup d'autres. Il y a des départements qui ont beaucoup de personnes âgées en responsabilité. Je pense au département du Sud. Il y a des départements qui ont une charge RSA exceptionnelle. C'est le cas du nôtre, c'est le cas des départements, notamment à vocation industrielle, parce que nous payons le poids du chômage. Et en plus, nous accueillons, je le rappelais tout à l'heure aux journalistes de France 3, nous accueillons une charge RSA souvent en décalage par rapport aux réalités du chômage. C'est-à-dire, 2 ans après, nous avons la charge RSA. Nous pouvons le mesurer, nous le voyons bien. 15% d'augmentation du RSA sur l'année 2014. Qui pouvons-nous? Qui peut le maîtriser malgré toutes les politiques d'insertion? Trouvez-vous anormal que le RSA, la PCH, les personnes âgées relèvent de la solidarité nationale? Ce que nous cessons de demander, et je ne m'étais pas aperçu, franchement, que le gouvernement que vous représentez, je parle du gouvernement Sarkozy, avait su se mettre à l'écoute de cette réalité. C'est la première fois que nous sommes un peu entendus, avec une solution concrète. Parce que moi, je veux le dire à Jean-François Longeot, quand on dit on n'est pas sûr de gagner à l'arrivée, et finalement, on donne une prime aux départements qui gèrent mal. Mais de quoi parle-t-on? Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de regarder parmi les départements qu'ont les plus forts restent à charge, d'essayer de les aider, eux, plus que d'autres. C'est ça la solidarité. Et précisément, moi j'aimerais qu'on me dise, par rapport à ce système, combien il va coûter aux contribuables et aux habitants de ce département. Il va coûter un prélèvement de 5 millions d'euros. Et il va nous rapporter par le jeu des péréquations 11 millions d'euros. Donc, soyez un peu honnêtes, posez la question de savoir combien ça coûte à notre territoire, mais tout de suite après, ne manquez pas de poser la question de savoir combien ça nous rapporte. C'est ça aussi la solidarité. Et je pense qu'il faut un peu de rigueur dans nos démonstrations. Moi, je ne veux pas entendre la question des économies. On est allé aussi loin qu'on pouvait. Moi, j'essaye de me rappeler de ce que vous avez proposé dans le débat budgétaire. Vous avez proposé 2 choses, parce que j'ai un peu de mémoire. Vous avez proposé d'abord qu'on modifie le code des marchés publics pour avoir les éléments de souplesse nécessaires. Et puis, vous avez dit que ça serait bien aussi qu'on modifie le code du travail. Toute chose, naturellement, dont vous pensez que c'est à la portée de l'Assemblée départementale. Par contre, vous avez dit qu'il faut faire plus pour l'investissement. On n'en fait pas assez dans ce département. Et vous êtes en train de nous refuser une recette, de vouloir nous refuser une recette qui, précisément, est productive. Et sans qu'elle pèse, car ce qu'a dit Frédéric Barbier, je le soutiens, sans qu'elle pèse sur les transactions immobilières, pour la simple raison, c'est qu'il y a une série d'intermédiaires sur ce marché qui peuvent et qui ne manqueront pas d'endosser une part de l'effort. Et par contre, au cours du débat budgétaire, vous n'avez pas manqué de me proposer, de me demander des dérogations sur les transports scolaires dont le résultat s'inscrit plutôt en dépenses qu'en économie. Voilà la réalité. Et alors, je rappelle aussi, vous avez la mémoire courte, mes chers collègues, qu'au BP dernier, Jean-François Longeot lui-même saluait les économies réalisées, les suppressions de postes. 1 mois après, vous avez perdu la mémoire? Enfin, soyons sérieux. Et ce que vous avez demandé de plus pour les communes, pour les routes, vous voulez que je continue? Alors oui, Jean-François Longeot, nous sommes là dans la démagogie la plus pure, il n'y a aucun doute. Alain Marguet. Oui, Président. Non, mais moi, je ne veux pas vous parler d'économie, je veux simplement vous dire que, disons, le passage de 3,8 de 2,8 à 3,5, de 3,8 à 4,5, ça peut être un frein à la construction, et notamment chez les jeunes, parce qu'en fin de compte, un jeune,
et il construit une maison à 200 000 euros. Si on lui rajoute 1 400 euros, ce sera difficile pour lui, même si l'investissement est important. Et puis aussi, il aura aussi des difficultés avec sa banque. L'histoire de la redistribution et de la péréquation, là-dessus on ne va pas discuter, mais en fin de compte, on est sûr de rien. Au budget, je vous alertais que sur le bassin lémanique, sur Annemasse-Gaillard, on a actuellement, on avait au mois de décembre 5 agences immobilières qui fermaient. Donc c'est un indicateur important. Et puis pas plus tard que vendredi passé, je discutais avec un constructeur de chalets sur le Haut-Doubs qui est très connu et reconnu pour la qualité de son travail. Et lui, il me disait que depuis le mois d'octobre, pour 2014, il avait moins 40% de commandes sur son carnet. Donc ça peut être des indicateurs. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est justement ce que je vous ai dit au budget primitif, il ne faudrait pas que cette augmentation perturbe la volonté des jeunes d'accéder à la propriété. Ça s'arrête là. Bon, si vous êtes, disons, convaincu, persuadé qu'on va récupérer entre 8 et 10, ma foi, là, vous avez le choix de le faire, vous avez la majorité. Mais je me suis permis de vous dire ça au budget, parce qu'en fin de compte, j'avais des informations. On a pu voir aussi sur la zone frontalière, maintenant, un frein important au niveau des permis de construire. Voilà, ça s'arrête là. Oui. Hein. Je vais vous dire, Alain Marguet. Pardon ? Je vais vous dire, ce n'est pas les frais de notaire qui empêchent les gens d'aboutir dans leurs transactions immobilières. Quand il n'y a plus que ça à payer, croyez-moi, ils trouvent ce qui est nécessaire pour le faire. Ce qui entrave aujourd'hui l'accès à la propriété, c'est une donnée simple, c'est que les coûts de construction ont quasi doublé sur ces 10 dernières années. C'est là la réalité. C'est ça qui empêche aujourd'hui nos concitoyens d'accéder à la propriété. Ne vous trompez pas de problème. N'expliquez pas que ce sont les droits de notaire. Quand il n'y a plus que ça à payer, croyez-moi, la négociation, elle est possible avec tous les intermédiaires qui sont dans le jeu. Je mets aux voix ce rapport. Oui. Et on arrête parce oui, qu'on arrête. Non, mais on arrête, Président. Moi, je veux pas que ce soit un débat qui devienne agressif, parce que. Non, il l'est pas. Mais simplement, Président, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on vous fait pas de proposition, vous dites on fait pas de proposition. Quand on vous fait des propositions, c'est pas les bonnes. Mais il faut qu'elles aient pris. Et puis quand on a salué, Monsieur le Président, et nous l'avons salué, toutes et tous, qu'effectivement, Monsieur le Président, vous aviez fait un effort sans précédent, et je souligne le mot, sans précédent, pour faire des économies. Et on l'a salué, et on l'a dit. Il me semblait. Non, mais on l'a dit. Il me semblait. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se le fasse reprocher. Et puis quand on vous a proposé, quand vous nous dites, bah oui, mais vous avez proposé la réforme du Code des marchés, mais c'était pas pour faire des dépenses supplémentaires, c'était pour essayer d'accélérer un peu les procédures de travaux. Et vous le savez très bien, ça ne vient pas du gouvernement actuel, mais que les procédures sont longues, que les procédures administratives sont difficiles. Quand on vous a demandé aussi sur le Code du travail, c'est des propositions. On vous a jamais demandé, effectivement, de faire des dépenses supplémentaires. On s'est simplement proposé la question de se dire, eh bien, est-ce qu'on pourrait s'éviter, et à toutes les collectivités, des dépenses supplémentaires. Et vous savez très bien qu'on s'en est mis à charge. Vous savez très bien que la réforme des rythmes scolaires, alors les 4 jours et demi, ok, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que c'est quand même un coût supplémentaire énorme. Énorme sur les transports, énorme d'un point de vue écologique, énorme. C'était pas de faire des économies, c'était simplement de ne pas se mettre des dépenses supplémentaires. Et puis, je veux dire sur les coûts de construction, c'est dommage qu'il n'y a plus aucun représentant à la fois de la Chambre de commerce ou de la Chambre des métiers. Mais si effectivement construire aujourd'hui, on ne peut imputer la non-construction que sur ce que les artisans, les professions du bâtiment peuvent faire en disant ils sont trop chers et ils demandent trop d'argent et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas construire. Et nous,
comme on a fait ce constat de se dire que c'est le coût du bâtiment qui est trop cher, on dit on va le diminuer en augmentant les taux de DMTO. Ben, moi, je veux bien, mais ça me pose un vrai problème. Bien, ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais enfin bon. Je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Je vous propose de... Nous en avons terminé avec l'Assemblée. Je vous propose de rentrer tout de suite, si vous voulez bien, sans interruption, dans les commissions permanentes qui devraient aller vite, avec...